Pour ceux qui sont jamais venus à un de mes spectacles, je fais globalement toujours la même chose. Je raconte ce qui s'est passé dans ma vie depuis le dernier et il m'est arrivé un truc extraordinaire. J'ai été invité à l'Élysée. Alors c'est la deuxième fois que je suis invité à l'Élysée. La première, c'était sous François Hollande. Alors vous allez dire, pourquoi Eboué, le comique, est invité par Hollande? C'était l'époque de la crise des subprimes et il voulait mon avis. Non, t'avais Raúl Castro, le président cubain de l'époque, qui était invité. Il se trouve que j'ai fait 2 films à Cuba. Bon, j'ai pas été, j'avoue, ça aurait été le vrai Castro, le frère fidèle. Là, j'y allais. Là t'as rendez-vous avec l'histoire. Moi, je vous le dis ce soir, ça reste entre nous. Indépendamment de toute considération idéologique, je croise Hitler dans la rue, il y a selfie. T'imagines le buzz sur les réseaux sociaux, hein? Ah bah qui c'est qui est à Dubaï? Connasse, je suis avec Adolphe, il se passe un truc, tu vois. Et donc là, je suis invité par Emmanuel Macron. Je vais vous dire pourquoi après, mais il faut savoir qu'on a 2 points communs avec le président Macron. On est tous les deux nés en 1977 et on a fréquenté le même établissement scolaire, la Providence, à Amiens. Et là, les plus futés de la salle se disent donc potentiellement, t'as été dans la même classe que Macron. Et non, puisqu'il avait 1 an d'avance et j'avais 1 an de retard. Pour ça que t'en as un qui finit comique et l'autre président. Et donc là, je suis invité parce que j'ai participé à la création d'un film que vous avez peut-être vu, c'est Tout simplement noir. Et il m'invite donc à parler, je déteste ce terme, diversité, et notamment du nom des rues. Il trouve qu'il y a trop de noms d'hommes blancs pour le nom des rues. Voilà, moi je te dis, le nom de ma rue, je n'en ai strictement rien à foutre. Voilà, je peux habiter Impasse, Nordal-le-Landais. J'inviterai moins d'amis après 22h, mais ça me va, quoi. Et donc, évidemment, quand je dis à mes potes, je suis invité à l'Élysée, tout de suite, je deviens un peu le délégué de classe. Ils sont tous là, tu pourras parler de ma pension alimentaire? Toi, tu es là, ouais, je vais essayer. Et tu pourras parler, parce qu'il y a un arbre dans le jardin de mon voisin, sa branche, elle dépasse dans le mien. Je dis, ouais, je vais essayer. Et tu pourras parler de Adama Traoré? Ouais, elle dépasse de combien, la branche, dans ton jardin? Et là, il me dit, ah, tu te dégonfles. Je dis, non, j'ai pas peur. Et il me dit, si. Je dis, non, Macron, on a le même âge, on a été dans la même école, j'ai pas peur. Il me dit, bah vas-y, Black Lives Matter. Je dis, ouais, Black Lives Matter. Et il me chauffe toute la soirée en mode Black Lives Matter. Moi, j'arrive le lendemain à l'Élysée, remonté à bloc, je suis là, Black Lives Matter. J'arrive devant le poste de flic devant, je suis là, Black Lives Matter. Enfin, j'y pense, finalement, je fais bonsoir, messieurs. J'ai rendez-vous personnellement avec le président de la République. J'arrive, je traverse la grande cour de l'Élysée. Là, je commence à emmener un peu moins large. C'est impressionnant. C'est comme là où Kadhafi a fait son camping. Et il reste d'ailleurs son vieux barbecue dans un coin avec quelques merguez dessus. Celle que Sarko lui a mise dans le cul après. J'arrive, je rentre dans le palais, là, impressionnant, tu sais, les dorures, les moulures. T'as un mec en costume qui t'accueille. Bonsoir, monsieur Eboué, votre manteau, vous voulez boire quelque chose? Je suis là, Black Lives Matter, un petit four. Oui, je vais en prendre 3 quand même. J'arrive dans la grande salle de réception de l'Élysée, Macron au milieu, on regarde le film tous ensemble, et là vient des échanges avec tout le monde, tous les acteurs de la diversité, mon cul, sont là, tu vois. Et là, il a pas le temps, il est président, t'as son intendant qui est là. Allez, faut y aller, monsieur Macron. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est les nègres, demain, on a les bougnous, mercredi, c'est les PD, allez, faut y aller, allez. Et arrive le fameux échange du nom des rues, et tous, ils font des propositions, ils sont là, oui, boulevard Aimé Césaire, oui. Avenue Joséphine Baker, oui, monsieur Eboué, place Francky Vincent. Là, tout le monde éclate de rire, Macron aussi. Pendant 1h30, je fais le bouffon du roi. Limite, il était, ah, il est con, je l'aime bien. Après, ils sont tous allés faire des selfies de Fayot avec lui. Moi, j'arrive un peu en terrain conquis, je fais bonsoir Emmanuel, où c'est qu'on était dans la même école, à la Providence, à Amiens. Et là, il me dit, vous êtes qui? Et c'est là que je comprends que autant moi, quand je suis en spectacle ou en interview, je dis partout, où c'est que je suis dans la même école que Macron, autant lui, quand il est au téléphone avec Poutine, il dit, bah, au fait, c'est que je suis dans la même école avec Fab.
Bon, après, j'ai un peu eu le droit d'errer dans les couloirs de l'Élysée. J'avais enchaîné le whisky, j'étais un peu bourré. J'ai essayé d'ouvrir toutes les portes. Il y a une fois dans ta vie, tu profites. À un moment, ils me disent « Allez, faut y aller, monsieur Eboué ». Je leur dis « Je vais faire un petit pissou, j'ai un peu bu ». Et là, c'est pas des blagues. Qui je croise qui sort des chiottes de l'Élysée? Tu vois qui c'est, le porte-parole du gouvernement? Gabriel Attal. C'est lui, il a une gueule, on a l'impression qu'il a 13 ans et demi. Chaque fois qu'il parle, t'as envie de dire ta gueule, on parle entre adultes là. Et là, je te jure, il est en train de sortir des chiottes avec sa gueule de 13 ans. Il devait être en train de se branler. Hein, Là, moi, je me mets à pisser, je reprends un peu de poil de la bête. Je suis là, Black Lives Matter, Black Lives Matter. J'ai été à 2 doigts de marquer Brigitte Sus au 06 24. Mais tu vois, j'ai hésité à y aller à l'Élysée parce que je méfie de la récupération des politiques. Et un pote à moi m'a dit « Vas-y, ça te fera toujours un sketch. Donc c'est pour vous ce soir. Merci, voilà. » Mais cela dit, moi, tout ce débat hypocrite sur la diversité, je n'en peux plus. Parce que, tu sais, il y a toujours les histoires de discrimination positive. Oui, plus de noirs à la télé. T'as remarqué, c'est jamais des vrais noirs qui te mettent. Toujours des métis. C'est pour le côté un peu tiponche, zouk, ça passe mieux. Tu vois, il y a un côté plus festif. Et moi, ça me fait chier, ces métis partout, parce que, à la base, quand je suis né dans les années 70, en tant que métis, j'étais une denrée rare. Mon père, il va chercher ma mère en Normandie, dans le fin fond du pays d'Auge. Pour vous dire, ma grand-mère maternelle, les seuls noirs qu'elle avait vus dans sa vie, c'était ceux de 44, les noirs américains qui débarquaient. Quand mon père, il débarque de Douala, je peux dire que limite, il regrette les Allemands. Ah ben, faut comprendre, le pays d'Auge, les années 70, le seul métissage qu'il connaissait, c'est quand un âne montait une jument. Et je dis pas ça par rapport à mon père, même si... Et donc, cette mode du métis, des beaux métis partout, dans les pubs, les JT, des belles métisses avec des beaux cheveux, j'ai l'impression qu'ils me narguent. Les gens se foutent même de ma gueule sur les réseaux sociaux, ils font des montages photos. Tu vois qui c'est, Marcelo, le footballeur? Il joue à Madrid, beau gosse, métis, avec des beaux cheveux. Ils mettent sa photo, ils mettent ma photo à côté... Et entre les deux, ils mettent après prolongation. Et ils font pareil avec le chanteur The Weeknd. Tu vois qui c'est? Canadien, chanteur, métis, beau gosse. Ils mettent sa photo, ils mettent ma photo à côté, ils mettent The Weeknd lundi matin. Arrête d'applaudir, connard. Ah, cette mode du métis. Combien de potes blancs à moi me disent « Ah, j'adore les filles black. » Mais pas trop foncé quand même. Non, plus clair. T'as l'impression qu'ils sont en train de choisir un canapé chez Queer Center. Ah bah t'as vu la nouvelle femme de Vincent Cassel? Tu l'as vu ou pas? Tina, un mannequin, une métisse. 30 ans d'écart, ils ont. Il paraît qu'ils allaient ensemble depuis des années en vacances au même endroit. Il la piste depuis, tu sais, à la jumelle, il attend son heure, Vincent. Grandis, grandis. Ouais, elle a retiré les flotteurs. Avec sa femme de l'époque, Monica Bellucci, qui devait passer derrière. Bah, qu'est-ce que tu fais, Vincent? Non, moi, je regarde les mouettes, là. Il y en a une qui t'a chié sur le pantalon. Ah ouais, c'est... T'as compris? Par rapport à... Ouais, Alors, chez les femmes, c'est un peu différent. Les femmes, elles veulent pas être avec un métis, elles veulent un bébé métis. Et ça vient d'un type de femme. J'en parlais dans mon précédent spectacle. Ce sont des femmes blanches qui ne sortent qu'avec des hommes noirs. Elles les enchaînent. J'appelle ça des négrophiles. Il y en a peut-être ce soir dans la salle. Madame rigole. Elle se cache. Carrément, elle était comme ça. Oh là, tu vois. Voilà, elle est avec un noir, mais c'est pas le premier, c'est ça. Donc elle est négrophile, tu vois, et sa récompense à la fin, c'est le petit métis. Voilà, je sais pas, tu vois, après 2332 km de bite,
De Pointe-à-Pitre à Bamako, en passant par Douala, elle reçoit le Métis d'or. Et ça vient d'une chose, et je préfère mettre en garde tous les parents blancs de la salle, ça vient du rap. Si votre adolescente écoute du rap, méfiez-vous. Même des morceaux très anodins. Ramenez la coupe à la... C'est pas une coupe qu'elle va te ramener à la maison. Le rap, ça commence dans les oreilles, ça finit dans la chatte. À son époque, lui, Jean, les gens plus âgés, il écoutait du rock, il buvait les bières, il gerbait. Le rock, ça finit dans les chiottes. Ça rime à tous les coups, tu vois. Le rap, ça finit dans la chatte. Le rock, ça finit dans les chiottes. Le zouk, ça rime pas, mais ça finit dans la chatte aussi. Ah, cette mode du métis à la con, là, t'as déjà ton trophée, toi, ou pas? Hein? C'est rien, ma chérie, hein, c'est des goûts et de couleurs, comme on dit. Hein. Ma mère est passée par là, hein, tu sais, j'ai pas de... Bah, je sais pas, tu sais, on sait pas, ouais. Mais c'est cette mode... T'as vu que même Miss France, depuis quasiment 10 ans, une année sur deux, c'est une métisse qui gagne. Hein, Jean, t'as remarqué? Et on est d'accord, Jean, qu'à la base, les Miss sont pourtant censées représenter la beauté de leur région. Merci. Et on le dit avec Jean, et on n'en a rien à foutre de passer pour des fachos. Hein, on est pour que maintenant, chaque Miss représente les spécificités culturelles de sa région. Je veux que Miss Nord-Pas-de-Calais arrive complètement bourrée sur scène, limite avec les veines du nez qui pètent. Je veux que Miss PACA soit bête à manger du foin. Et je veux que Miss Normandie ait des loches énormes et fasse un fromage sur scène. Ça m'intéresse. Et pareil pour Miss Monde, d'ailleurs. Je veux que Miss Amérique soit obèse, que Miss Chine est un virus chelou, et que Miss Pakistan ait la gueule brûlée à l'acide. Voilà! Arrête de faire... Oh! Et arrêtez de leur poser des questions. Pourquoi vous voulez être Miss France? Parce que je suis pour la paix et contre la guerre. Ta gueule. Vous avez un passe-temps dans la vie? J'aime lutter contre le cancer et le réchauffement climatique. Ta gueule. Les Miss, ce sont des jeunes femmes qui sont censées avoir 20 ans. Moi, je voterai pour celle qui dira j'aime me bourrer la gueule le vendredi soir avec des potes et parfois j'en suce. Je vote. Parce que faut le dire maintenant, on regarde Miss France pour voir des culs. Et si on veut voir des femmes intelligentes, on regarde Question pour un champion. Parce que le féminisme, oui, mais le féminisme exacerbé, débile et contre-productif, je n'en peux plus. Tu sais, les traits hargneuses, limite avec des bretelles. Leur objectif, c'est pas l'égalité des sexes, c'est de te couper les couilles et en faire un collier avec. Pourquoi on dit le pouvoir? Pourquoi le pouvoir, c'est masculin? Parce que ça appartient aux hommes, c'est ça? Ouais, mais la bite. Hey, un exemple de féminisme exacerbé, débile et contre-productif. Je suis en soirée cet été, je suis célibataire, je profite de la vie, je rencontre une jeune femme fort charmante, on rentre chez moi, il se passe ce qui se passe généralement entre deux adultes consentants, un manche passe la vitesse supérieure, je la retourne, je la mets à quatre pattes. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je sais pas, je fais comme mon père m'a appris. Elle me dit, ah non, 2000 ans de domination masculine, je me mets plus à quatre pattes. Je lui ai dit, y a pas de souci, un bon vieux missionnaire à l'agent. Elle me dit, ah non, déjà on gagne moins que vous, je vais pas en plus me mettre en dessous de toi. Ah, je dis, vas-y, je me mets sur le dos, sur le lit, tu fais ce que tu veux. Elle me dit, oui, puis après je fais tout le boulot, je repasse tes chemises. Ah et le pire, c'est pas comme s'il n'y avait pas encore beaucoup de boulot à faire en matière de féminisme. Il y a eu récemment les semaines des violences faites aux femmes, qui est une réalité. Moi, récemment, là, je suis en soirée avec un pote, on discute, il reste avec nous un jeune couple, la trentaine,
fort sympathique, et tout d'un coup, je sais pas ce qui se passe, le mec met une grosse mandale dans la gueule de sa meuf. Nous, on a le réflexe de n'importe quel homme digne de 2022, on prend nos téléphones, on commence à filmer. Et là, on est récompensé puisque la meuf remet une grosse tarte dans la gueule de son mec. Il se fout dessus, il se griffe, il se mord. Et à un moment, il se tombe dans les bras, il se roule une grosse galoche. Et là, il nous explique que c'est leur façon à eux de faire monter la tension sexuelle, la tension animale. Parce que quand on fait l'amour, on est tous des animaux. On a remarqué, par exemple, lors d'un premier rendez-vous au restaurant, lorsque la femme prend un steak très saignant, généralement, derrière, au lit, c'est très sauvage. Alors j'ai remarqué, moi en tout cas, voilà. Alors on parle bien d'un couple consentant, Antoine, attention, hein. Te retrouves pas au tribunal pour viol, en train de dire au juge, oui mais cette salope avait pris un steak tartare. Bien. Et comme ce thème du féminisme a l'air de passionner tout le monde ce soir, je ne sais pas si vous avez le choix, cela dit, mais... Mesdames, je vais vous poser 2 questions. N'hésitez pas à participer, ça va nous permettre de progresser à nous les hommes. Première question. Comment ça se fait, mesdames, qu'avec le nombre d'émissions qu'on a sur les tueurs en série, les faits divers, qu'on ait encore des femmes qui aillent courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22 heures. Moi, je suis l'homme le plus pacifique du monde. Je croise une femme qui va courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22 heures, je la viole, je la tue. Pas par méchanceté, hein, par tradition. Et après, je fais comme tous ces salopards, je participe aux recherches. Alexia! Alexia! Salopard de Daval! Il a participé aux recherches. Qu'est-ce qu'il faisait pendant les recherches? Ah, tu refroidis. Et vous avez vu ce qu'il a fait pendant toute l'affaire, Daval? Il chialait. À tel point que même sa photo sur les chaînes d'infos, c'était lui. Au début de l'affaire, il ment lamentablement à côté de ses beaux-parents. Il organise même une marche blanche pour sa femme. Il courait. Les journalistes l'attendent sur la ligne d'arrivée. Un petit mot, Jonathan. Arrive le jour du procès. On se dit enfin, on va savoir, il va parler. Et la seule chose qui va réussir à sortir au juge, il n'arrivait pas à bander. On tue pas les gens pour ça, Jonathan. Parce que tu connais l'histoire, comment ça s'est passé. En fait, ils dînent chez les beaux-parents, les parents d'Alexia, le soir du meurtre. Tout va bien, ils rentrent chez eux, et il faut savoir qu'Alexia, c'est une femme qui a la trentaine passée, l'horloge biologique commence à faire... Donc c'est des femmes qui peuvent être un peu pressantes, tu vois. D'ailleurs, si tu tombes sur ce genre de femme un jour, tu mets la capote, ceux qui ont moins de 20 ans. Sinon, 9 mois plus tard, t'es papa. Et parfois même, ça ne suffit pas. C'est pas j'ai fait mes affaires avec elle, je fais mon petit nœud, je mets ça dans la poubelle, je rentre chez moi. Dès que t'es parti, elle est capable d'aller fouiller le truc, elle se fait une PMA. C'est pareil, c'est pas j'ai terminé, je mets ça dans les chiottes, je tire la chasse d'eau, je rentre chez moi. Elle est capable de dresser son chat ou un furet. Non, le plus simple, c'est t'as fini, tu bois. Ça va, on l'a tous fait une fois. Oh, donc ils dînent chez les beaux-parents, ils rentrent chez eux, et là, Alexia est là. Baise-moi! 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 Il n'arrive pas à bander! Bam! Et là,
Et là, il va faire le truc le plus ignoble de l'affaire. Il prend le téléphone de sa femme, il trouve le numéro de ses beaux-parents, et là, coucou tout le monde, on est bien rentré hier soir, et Jonathan a bandé très dur. Non, pas ça. Mais si on regarde bien, quelle est la seule chose qu'aurait pu plaider l'avocat de la défense en faveur de Daval? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils ont mangé chez les beaux-parents le soir du meurtre? Je l'ai entendu? Une raclette. Et on baisse pas après une raclette. Et vous applaudissez parce qu'on le sait tous ici. Après une raclette, t'as le ventre gonflé, tu pues de la gueule, c'est game over. Tu baises après une soirée sushi, il y a de l'oméga 3, du gingembre, c'est fait pour ça. Personne ne baise après une raclette. C'est pour ça qu'ils sont tous puceaux en Savoie. Deuxième question, et là je vais demander encore plus de participation, mesdames, parce que ça m'est arrivé personnellement. Je vais essayer d'étayer mon argumentaire. On imagine par exemple, on a Antoine qui sort du spectacle tout à l'heure, il croise une jeune femme, madame, votre nom c'est... Votre prénom? Voilà, Marie, on va dire Marie, voilà. Il croise Marie-Paul, pardon, voilà, excuse-moi, l'autre va m'agresser, voilà. Alors il croise Marie-Paul, voilà, ils se croisent à la sortie, on imagine, parce que je sens que vous êtes assez précis sur les détails, mais... Vous êtes célibataire, c'est votre mari? Voilà, bon, je suis désolé. Hein. Donc là, elle est célibataire ce soir-là. Elle croise Antoine, qui est célibataire aussi. Ça matche bien entre les deux. Et très gentiment, Antoine lui dit « Tiens, allons boire un petit verre dans le bistrot à côté. » Ils boivent des coups. La magie opère comme rarement entre deux êtres humains. Et vers 2h du matin, Antoine lui dit « Tiens, si on allait boire un dernier verre dans ma chambre d'hôtel. » On est bien d'accord, mesdames, qu'il s'agit d'un code. J'ai pas dit un accord. Qu'il s'agit d'un code tacite pour dire « Tiens !» si on allait baiser. On va pas dans la chambre d'hôtel à 2h du matin pour boire les mignonnettes dégueulasses du minibar à 30 €. D'ailleurs, dès qu'Antoine revient à l'hôtel accompagné, le réceptionniste a compris, il y a un petit regard complice entre les deux, tu sais. Même la femme de chambre dans les couloirs, elle est comme ça. C'est tout juste, t'as pas la porte de la chambre voisine qui s'ouvre avec des SK qui sort. Très bien, je joue la fin de mon dernier spectacle, je crois que c'était à Lyon, spectacle, je sors, je croise une spectatrice fort charmante, on commence à engager la discussion, je lui propose un petit verre dans un bistrot, j'aime bien son style, tu vois, elle est un peu dans la lune, je crois qu'elle est peintre dans la vie, elle est un peu philosophe, elle dit des grandes phrases genre vraiment les comiques à notre époque de déshumanisation, vous avez une vraie mission de rapprochement des peuples, déjà à l'époque Karl Marx disait « Tiens !» si on allait boire un dernier verre dans ma chambre d'hôtel. On arrive, le réceptionniste, bonsoir monsieur Eboué, hop, la femme de chambre, hop, j'ouvre la porte, je mets la petite pancarte, on va baiser, je ferme, hop, non, pas de DSK, bon voilà, hop, non, pas de Nicolas Hulot, hop là. Je rentre dans la chambre, je commence à aller vers elle, elle me dit, attends, avant, ça te dit pas, on se commande un dernier verre de rosé. Je dis, oui, y a pas de souci, j'appelle le réceptionniste, il me dit, alors ça y est, monsieur Eboué? Je lui dis, vous êtes gentil, on voudrait juste une bouteille de rosé. Elle me dit, je peux avoir un club sandwich aussi? Je dis, oui, y a pas de souci, poulet, saumon. Elle me dit, non, végétarien. Ah, je dis, merde, ça va être une baisse d'herbivore. J'espère qu'elle n'est pas intolérante au lactose. L'autre, il revient avec la bouteille, elle se boit son rosé fissa en 2 verres, elle enchaîne avec ses clubs sandwich, et là, elle commence à se rouler un gros joint, elle se met à la fenêtre, et elle s'ambiance avec du Bob Marley. Et là, get up, stand up.
Moi, dans ma tête, je me dis, si tu pouvais plutôt dire ça à ma bite. Et tu connais les fumeurs de joint passé une certaine heure, à un moment, elle commence à bloquer sur le ciel, comme ça, et là... Tu te rends compte, Fabrice, que à cette heure-ci... Ah ouais, putain. Tous les êtres humains du même côté de la planète. Ah ouais, putain. On voit tous exactement les mêmes étoiles qui scintillent. Oh, je dis putain, je m'apprête à baiser Francis Cabrel. Là, je commence à passer à la vitesse supérieure, je me rapproche, je commence à la coller, et là, elle me dit non mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis bah je sais pas, je pensais que tu penses mal. Et là, je vois à ses yeux que non seulement elle est défoncée, mais elle fait un bad trip. C'est-à-dire, elle voit des trucs, il n'y a que elle qui les voit. C'est-à-dire que moi, je lui dis calme-toi, elle voit un koala sous crack qui est là. Yeah, yeah. Je lui dis écoute, moi, je veux pas de soucis avec ce genre d'histoire, je vais marcher dans le hall, prends 10 minutes, tout va bien se passer. Je descends, je fais les 100 pas dans le hall, là, il y a le réceptionniste qui me dit alors, ça y est, monsieur Eboué? Je lui dis non, ça y est, pas du tout. Il me dit il y a un souci? Je lui dis non, c'est juste qu'elle veut pas. Ah bah il me dit faut respecter le consentement de chacun. Hein. Ah je dis non, je respecte, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas. Ce que je comprends pas, c'est que on buvait un verre tranquillement. À un moment, je lui ai dit tiens. Il me dit vous avez dit tiens. Ah je lui dis oui, j'ai dit tiens. Ah il me dit si vous avez dit tiens, elle est obligée de le faire. Ah bah je dis merci quand même. Et il me dit, il y a 2 règles de base dans le monde de l'hôtellerie, c'est tiens. Et on n'a pas le droit de mettre un +4 sur un +4 au Uno. Ah bah je dis merci quand même. Il me dit retournez-y. Je lui dis ouais j'y retourne. Il me dit vous voulez que je vous accompagne? Je lui dis non, toi t'es gentil, tu restes là. J'arrive dans la chambre et là non seulement elle est défoncée, elle pionce sur le lit, mais en plus elle est en position fétale comme ça. Et ça, toutes les femmes de la salle peuvent témoigner. On est d'accord, une femme en position fétale, ça veut dire c'est mort. On est d'accord mesdames. De toute façon, personne n'a envie de baiser un fœtus. À part un curé très très intégriste. Remarque, c'est peut-être pour ça qu'ils sont contre l'avortement dans l'église. Hein. Ils ont peur que des curés aillent faire les poubelles des hôpitaux. Attendez au moins qu'on coupe le cordon, mon père. Arrête de faire... Oh! Parce que je vais te dire un truc. Moi, j'ai écrit ce spectacle, je m'étais dit, je n'écris plus de blagues sur la pédophilie dans l'église, ça a été trop fait. Sauf qu'au mois d'octobre dernier, tombent les chiffres officiels des actes pédophiles commis dans l'église depuis 1950. Est-ce que vous avez le chiffre ? 330 000. Vérifiez chez vous. 330 000 actes pédophiles commis dans l'église depuis 1950. Je vais vous dire une chose. Moi, niveau catholique, j'ai tous mes diplômes. Baptême, première communion, profession de foi, école catho privée, enfant de cœur. 330 000. Je me dis, je suis passé entre les gouttes. Sans mauvais jeu de mots. Non, alors évidemment, 330 000, c'est pas un seul prêtre. Hein. Voilà, c'est pas... Ah, t'imagines la vie du mec, hein, il était pas là... Et ça me fait chier parce que, alors, je suis plus catholique pratiquant, mais j'aime les fêtes religieuses en général. Se retrouver en famille, c'est sympa. Pour Noël, par exemple. D'ailleurs, il y a le maire de je sais plus quelle commune, une fois de plus, qui a dit « Oui, pas de sapin de Noël dans ma mairie, ça n'est pas laïque !» Alors c'est ça ton combat? Les conifères? Et alors 330 000, mais t'as quand même un évêque français qui a osé dire « Oui, mais le secret du confessionnal est au-dessus des lois de la République. » Parce que qu'est-ce qui se passait? T'as un pauvre gamin qui était abusé par un curé, réflexe de croyant, il allait se confesser aux collègues. Il était là le père Martin a fait quelque chose de très mal. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a fait, mon enfant? Il m'a obligé à lui faire une fellation. Oh.
Et tu peux me montrer comment ça s'est passé? Mais 330 000, t'es bien obligé. Et l'autre, il te dit, oui, mais le secret du confessionnal est au-dessus. C'est-à-dire que maintenant, l'église, c'est Cosa Nostra. C'est la loi de l'omerta. Bientôt, tu auras une église, le GIGN autour en formation, avec le négociateur qui sera là. Sortez, Père Martin, vous êtes cerné. Jamais, jamais, vous m'entendez? Soyez raisonnable, Père Martin. Si vous approchez, j'encule le gosse. Donc elle est en position fétale. Et là, je lui dis, oh, oh, oh. Elle me dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, c'est le réceptionniste qui l'a dit. Quand on dit, tiens, on est obligé de le faire. Elle me dit, ah ouais? Je dis, ouais, c'est une règle de l'hôtellerie, c'est tiens, c'est comme ça, voilà. Elle me dit, bah si c'est une règle, on le fait. On commence à faire nos affaires, un manche passe à la vitesse supérieure, je la retourne, je la mets à 4 pattes. Elle me dit, ah non, 2000 ans de domination masculine. Pam! Là, je la fouille, je prends son téléphone portable, je trouve le numéro de son père, je fais « Coucou papa, j'étais bien au spectacle de Kev Adams. » C'est marrant, non? Hein? T'es dur à faire marrer, hein, toi, depuis tout à l'heure. Hein. Je te regarde, ah non, elle est très concentrée, madame, mais t'es dur à faire rire, dis donc. Hein. Tu viens, t'es parisienne? Non, t'es d'où? Hein? Ah, la Picardie, oui, bon, c'est pas très loin non plus. Là, on a l'impression que tu me dis, ça va, ça se passe bien? Oui, t'as l'air perdu un petit peu. Non, là, ça rigole, tu vois, la dame des gros fils, elle rit, quoi, elle est là. Alors oui, bon, le spectacle lui est plus dédié qu'à la Picardie, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Mais bon, voilà, pour en finir avec l'affaire Daval, il fait de la peine, le pauvre Daval, hein, quand même. Et évidemment, ignoble personnage, il a menti, il a truqué. Il doit être sous les douches, en prison. T'arrives pas à bander. On va s'en charger, Jonathan. Alors je sais, après le spectacle, il y a encore des gens sur les réseaux sociaux qui vont m'écrire « Vous n'avez pas honte de plaisanter sur des affaires aussi sordides ?» Bon, bah, c'est mon fonds de commerce, moi, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, moi, je paye des cadeaux de Noël à mon fils avec ça. Hein, Ah bah, l'affaire Jubilard, je vais lui payer un poney. Hein. Mais tiens, les plus âgés de la salle, vous avez dû remarquer, Jean, par exemple, que les nouveaux assassins, les nouveaux faits divers, généralement les tueurs, par rapport à ceux de votre génération, ils sont nuls. T'as remarqué? Le travail est mal fait, quoi, ça cache mal les corps, ça met 3 feuilles dessus. Vous, c'était fait avec amour à l'époque, tu te rappelles? C'était un travail d'artisan. Michel Fourniret, c'est quand même la référence, t'as vu? T'as vu la fin de l'enquête? Des cadavres planqués partout à travers la France. Avec Michel, il n'y a pas d'histoire de tu refroidis si tu chauffes n'importe où sur le territoire. C'était même plus une enquête, à la fin, c'était une bataille navale. Le truc qui était là. B26, ah, touché violet. Vous avez vu? On a même découvert que la petite Estelle Mouzin, vous vous rappelez? Qu'on a cherché pendant des années, la gamine, c'est Michel Fourniret qui l'a tuée. On l'a tellement cherché, vous vous rappelez, à une époque, ils avaient même mis son portrait sur les briques et les bouteilles de lait. C'est-à-dire, Fourniret, il l'avait tué, et le matin, ça se trouve, au petit-déj, il buvait son lait, il était là. Oh, T'imagines, tu tues le gamin des paquets Kinder? Un Kinder, Michel? Non, merci, non. Un petit écolier. Ah oui, ah non, merci, non plus. Et alors, vous avez vu, il a eu un enfant avec sa femme, et complice d'ailleurs, Monique Olivier. Le gamin fait le tour des plateaux télé. Vous avez vu comment ils ont appelé leur gamin? Sélim. Sélim Fourniret. Comme si les Maghrébins n'avaient pas suffisamment de soucis dans ce pays. À mon avis, Sélim Fourniret, il est pour le CV anonyme.
Et alors, toutes les belles choses ont une fin. Vous avez vu de quoi est mort Michel Fourniret? Alzheimer. C'est quand même fantastique, quand t'as planqué des cadavres un peu partout, de mourir d'Alzheimer. Si ça se trouve, Michel Fourniret, quelques semaines avant sa mort en cellule, il a regardé le fait entrer l'accusé Francis Holm. Il était là, mais quelle honte. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de tous ces faits divers via les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux en sont parfois responsables. L'affaire Samuel Paty, qui moi m'a particulièrement touché puisque ma mère était prof d'histoire en zone sensible dans les années 80-90. Elle était à Montreuil exactement. Pour vous dire, un jour elle rentre de cours, elle me dit « Tu te rends compte Fabrice, en 5e, j'ai un élève qui vient en bus. » Je lui dis « Comme partout maman. » Elle me dit « Non mais lui il le conduit. » Donc déjà là-bas, c'était compliqué. Mais là, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe avec l'affaire Paty? Il donne son cours sur la laïcité, Charlie Hebdo, etc. Et là, t'as une élève qui d'ailleurs n'est même pas en cours ce jour-là, on va dire Nacera, qui sur les réseaux le dit à Leïla, qui le dit à Kadera, qui le dit à Kader, qui le dit à Mohamed, qui le dit à un Tchétchène qui ne connaît pas les règles du téléphone arabe. Parce que si on regarde bien, c'est quoi un réseau social, Antoine? Tiens, je vais te donner un tuyau. C'est quoi l'ancêtre du réseau social? En sachant qu'un réseau social, c'est un endroit où on donne tous notre avis à tort et à travers sur tous les sujets. L'ancêtre du réseau social, c'est le bistrot. Le bistrot, c'était un réseau social avec des couilles. Antoine, t'es un enculé de droite. Et il y avait un bistrot dans chaque village, et dans chaque bistrot, il y avait ce qu'on appelait l'idiot du village. Dédé, c'était la mascotte, Dédé. On l'aimait bien. Il était un peu con, un peu débile, mais on l'aimait bien. Ça va, Dédé? Vous savez que la Terre, elle est plate? Ah, il est con, Dédé, allez. Mais non, je vous jure, j'ai vu un reportage, il est con, allez. Resservez-lui à boire. On l'aimait bien, Dédé. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux? Il s'est passé que Dédé est entré en contact avec l'autre Dédé de l'autre village. Et tout d'un coup, lui dit hein, toi aussi, t'avais remarqué que la Terre était plate. Hein? Et un jour, ils sont 2, puis 10, puis 100, puis 1000, puis 1 million. Et un jour, c'est toi qui arrive au bistrot et qui dit « Et vous savez, comme la Terre est ronde, ah, il est con, resservez-lui à boire !» C'est ça, les réseaux sociaux, des bandes à Dédé. Daesh, c'est une bande à Dédé. Le harcèlement scolaire, un groupe de forts qui grossit contre un faible, ce sont des bandes à Dédé. Et le harcèlement, je peux vous en parler, j'en ai été victime. Vous vous doutez bien, le seul petit élève de couleur dans des écoles privées, catholiques, toute la journée, j'en prenais plein la gueule, ils étaient là. Eh ben toi Fabrice, t'as même pas été violé par le père Martin. Alors, comme tous les enfants, j'ai taquiné aussi, évidemment, et je vous l'ai dit en début de spectacle, j'ai été à ça d'être dans la même classe que Macron, et je sais qu'avec sa gueule... Ah, je l'aurais harcelé. Emmanuel, le cours de reproduction, c'est en biologie, pas en français, hein. Mais on est tous victimes de harcèlement à un moment ou à un autre. Dans le travail, par exemple. Moi, le premier, tiens, j'ai sorti récemment un film qui s'appelle Barbac. Je sais pas si il y en a qui l'ont vu dans la salle. Ouais, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un film « Je tue et je mange des véganes ». Le nombre de menaces de mort que j'ai reçues sur les réseaux sociaux... Bon, après, c'est des véganes. Hein.
Autant j'avais fait un film Coexister sur la religion, j'ai eu 2-3 menaces de barbu, je tremblais un peu. Autant là, des mecs qui chialent quand un poulet s'écorche le genou, bon... Je te jure, j'ai fait une avant-première dans le sud de la France, t'en as 3-4, ils m'attendaient à la sortie avec des navets. Je les ai dispersés avec une poignée de lardons. Mais évidemment qu'à l'école, il faut protéger les plus faibles, les plus fragiles, mais je crois aussi que les petites moqueries de l'enfance, c'est aussi ça qui nous épaissit, qui fait de nous des hommes, des femmes. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas. Moi, je suis persuadé que le petit Grégory se serait un peu plus débattu. Il serait champion de natation aujourd'hui. Mais c'est parce que on surprotège les nouvelles générations. Regarde la petite jeune là, elle est toute mignonne. Elle a dû être choyée par son papa, couvée. On a dû lui apprendre à faire du vélo avec un casque, des petites genouillères. Tu crois que Jean, il avait un casque, lui? Il n'y avait même pas de vélo à l'époque de Jean. Son père, il l'a mis dans une brouette sur une pente. Il a dit, allez, vas-y! Moi, je m'en rappelle, mon père, il m'a mis sur un vélo trop grand, à moitié rouillé. Il m'a dit, allez, pédale! Je m'éclatais la gueule comme une merde. Recommence! Il avait enlevé la selle pour que je reste debout. Il était là. Allez, pédale! Ah! Pédale! Ah! On aurait dit une agression homophobe. Pédale! Ah! Il avait pris une branche dans le bois de Vincennes. Il était là. Avance! Sale nègre, avance! Tu les vois qui apprennent à faire du vélo aujourd'hui, les jeunes, au centre de Paris, là, on leur met un petit casque, des coudières, des genouillères, limite les parents les entourent avec du papier bulle. Ils ont des vélos avec 12 petits trous, avec le père qui est derrière. Allez, doucement, Balthazar. Parce qu'ils ont tous des prénoms à la con maintenant. Mon fils, il a 7 ans, ses meilleurs potes, c'est Hippolyte, Gauvin, Hector. Ils sont au CP, ils ont des prénoms de monuments morts de 14-18. C'est pas des blagues. Dans sa classe, mon fils, il a un camarade qui s'appelle Ours Henri. J'habite dans le 10e arrondissement. Ours Henri! Chez les Indiens d'Amérique, tu comprends, il y avait des ours dans la prairie, alors t'appelais ton gamin ours assoiffé, mais dans le 10e, Ours Henri! On les surprotège surtout. J'ai acheté des cadeaux à mon fils pour Noël, surtout les jouets. Attention à ne pas avaler les piles. C'est vrai que nous, à l'époque, on se gavait. Moi, mes préférés, c'est les petites rondes à l'apéro en cacahuètes. Tous les cartes des restaurants. Attention, ce plat contient du gluten. Attention, ce plat contient de l'arachide. Nous, à l'époque, on gonflait en terrasse. Maintenant, partout des avertissements. L'alcool, le tabac. Nous, à l'époque, c'était un cancer surprise. T'as vu les paquets de tabac, maintenant, les images dessus, là? C'est même pas dissuasif, c'est rigolo. Moi, j'ai monté un album Panini, on se les échange avec les potes. Alors, je t'échange les dents pourries contre l'homme amputé, ouais. Dans la famille sous oxygène, je veux la mère. Alors moi, je recherche, si vous l'avez, le doigt de pied tout noir, tout pourri, là. Oh, il est génial. Il est pas dissuasif, il est rigolo, tu vois. Ou alors mettez-le directement dans le paquet. C'est pareil, la trachéotomie, celui qui a le trou dans la gorge, mettez-le directement à la caisse du tabac. Je vais vous prendre 2 paquets de Marlboro rouge. Ça fera 20 €. Je vais prendre light alors. Light, voilà. Le tabac rend impuissant. Mettez-le directement à la caisse. Sur les paquets de raclette, mettez un couple en levrette barré.
Oh, c'est drôle ça, merde, putain. Mais qu'est-ce qui se passe en Picardie en ce moment? C'est amusant, merde, non? Les gens ont ri, là, non? Moi, je comprends pas. Moi, réglez vos affaires de couple, hein, parce que ça te mine, apparemment. Moi, ça... Je comprends pas. C'est marrant, ça. Quelle ville en Picardie? Quoi? Péronne? Ah, t'es sur Péronne, ouais, d'accord. Ouais. Non, j'aime bien, c'est une ville très, très chouette, voilà, j'aime bien là-bas. T'es vers où? Plutôt vers la mairie? T'es plutôt... Ah, le village à côté? Bah, dis le nom du village. Ham? Ah, bah voilà, bah dis-le. T'es vers où? Vers la mairie? Et c'est amusant parce que je vous parle de tous ces avertissements qu'on voit partout. On protège, on surprotège nos enfants, alors que c'est des gens et les plus âgés de cette salle. Vous l'avez traversé, ce monde. Vous êtes là, en pleine forme, ça fait plaisir. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'avertit pas sur les nouveaux dangers, ceux avec lesquels les plus jeunes ont grandi. Le numérique, les portables, tous ceux qui ont des enfants, on a tous des toxicos à la maison. Moi, mon gamin, il a 7 ans, il est comme ça toute la journée. Papa, je peux prendre ton téléphone? Je lui dis, pourquoi faire? Non, c'est comme ça, tu veux jouer encore? Non, c'est pour voir la météo. Je lui dis, bah ouvre les rideaux. Ah ouais, Putain, mais tu me le donnes, fils de pute! Et plus t'avances dans les âges, plus c'est catastrophique. Moi, j'ai un pote à moi, son fils, il a 12 ans. Alors, lui était persuadé que son gamin était un génie, parce que toute la journée, il lit du Hugo, du Chateaubriand. Et en fait, il s'est aperçu que le gamin planquait son téléphone dans les bouquins. Et moi, je m'en doutais, parce que le gamin est complètement con. Et alors, le plus dramatique, et il y a certainement des parents qui vivent ce calvaire dans la salle, ce sont les adolescents. Moi, j'ai un pote à moi, sa fille a 16 ans, il est désespéré, quoi. Il me dit, regarde les photos de pute qu'elle fait sur Insta. Oh la salope. Là, pardon, alors... Et on a tous essayé des techniques, on dit aux enfants, alors c'est qu'1 heure par jour. Alors quand tu rentres à la maison, tu le déposes dans l'entrée, il faut qu'il soit bien visible. Rien ne marche. La seule chose qui marche, et je le sais parce que c'est mon frère qui vit à la Réunion, qui est un peu hippie et qui fait cette technique, c'est la technique du zéro écran. Et mon frère, avec ses gosses, c'est un Daesh du zéro écran. On était à la plage cet été en famille, sa gamine lui dit « Papa, je peux mettre de la crème solaire? Pas d'écran, pas d'écran !» Eh ben, je vais vous dire un truc, ces gamins, ils sont incroyables. Tu vas chez eux à la Réunion, ils jouent avec rien. Tu leur files un rat crevé, ça fait 3 semaines, ils sont là, ils sont beaux, ils sont libres. Je les ai emmenés aux Galeries Lafayette pour les fêtes. Je leur dis, prenez ce que vous voulez. Ils disent, non, ben on veut rien, tonton. La honte avec mon fils derrière comme ça. Et on se moque des plus jeunes, mais on n'est pas mieux, nous les adultes. Hein. Et tout s'est accéléré avec le Covid, le télétravail, le numérique nous gagne, on passe nos journées entières devant les écrans, on se lève, on se brosse même plus les dents, rien, on pue, on se met devant l'écran comme ça, on tapote, on bouffe son croissant, on met des miettes dessus, c'est dégueulasse, de la graisse. Dès que ta femme part bosser, tu te branles un petit coup, t'en remets. C'est un boudi-boulga dégueulasse, c'est là... Comme ça, tu continues. Hop, elle rentre du boulot. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? On va faire des courses. Oh non, Deliveroo, tu bouffes tes sushis. Ça dégouline. Elle ressort, tu te rebranles un petit coup, machin. T'es là, voilà, comme ça. À la fin, qu'est-ce qu'on fait? On va au théâtre. Oh non, non, Netflix ou Prime Video. Et hop, et tu rebouffes un coup et ça et tu te branles une dernière fois. Et tu pues. Et voilà ce que c'est que la société des jeunes d'aujourd'hui. Une société de branleurs qui pue. Et non seulement ils nous imposent, on n'a pas le choix, cette culture du numérique, mais encore en plus, ils essayent de détruire tout ce que les plus anciens ont appris. La cancel culture, Agatha Christie, les 10 petits nègres, vous êtes au courant? Ils ont dit, il faut changer de titre. Maintenant, ça s'appelle « Ils étaient 10 ». Moi, j'apprends ça. Le lendemain, je vais chez mon libraire. Je dis, bonjour, je voudrais « Ils étaient 10 ». Il me dit, bah avec vous, ça fait 11. Ah.
Les féministes ont dit, oui, dans Blanche-Neige, à la fin, elle dort, le prince charmant l'embrasse alors qu'elle n'est pas consentante, c'est un viol. Ou alors, il aurait fallu que le prince charmant arrive et dise, tiens! Dumbo, l'éléphant volant. Ils veulent faire interdire Dumbo parce qu'ils disent, à un moment, il y a 3 corbeaux noirs qui chantent le blues sur une branche. C'est une représentation raciste des Noirs américains de l'époque. C'est vrai. Mais moi, j'ai vu Dumbo, je crois que j'étais au CP avec que des petits élèves blancs dans la classe. J'étais le seul élève de couleur. Personne à la fin du dessin animé n'est venu me voir en me disant « Oh, le corbeau, le corbeau !» Alors que le petit Benoît, qui avait les oreilles décollées... Qu'est-ce qu'il a pris dans la gueule, putain. On était au 3e étage, on était là. Saute, Benoît, saute! Ils veulent faire interdire Peter Pan. Ils disent dans Peter Pan, à un moment, t'as des Amérindiens, c'est une représentation raciste des Amérindiens. C'est vrai, mais moi, c'est pas ça qui me choque dans Peter Pan. Ce qui me choque, c'est qu'on est un type en collant, avec son meilleur pote déguisé en fée, qui aille réveiller les enfants tard la nuit dans leur chambre. Allez, les enfants, on y va. Mais on va où? On va au pays imaginaire. Ah bon, mais c'est encore loin, le pays imaginaire. Reprends du Poppers. Même la Gay Pride, notre bonne vieille Gay Pride, tu t'en rappelles, Jean, celle où t'emmenais tes enfants, celle où t'emmenais tes parents, la Gay Pride qu'on connaissait, qui était claire, c'était la fête des hommes, qui aiment les hommes, pour les hommes, des chars avec des hommes nus, on savait où on mettait les pieds. Moi, mon plus beau souvenir de Gay Pride, un jour je croise un couple de 2 gros monsieur, très poilus, chez les gays ils appellent ça les bears, les ours, voilà, on s'éclate chez les gays, c'est comme ça. Et j'ai appris, il y a le pendant inverse, les très minces, épilés des pieds à la tête, et ils appellent ça les dolphins, les dauphins. On s'éclate chez les gays, c'est comme ça. Alors je sais pas si les deux peuvent se reproduire entre eux ou pas, voilà, je fais pas très bien le dauphin, Et donc, je croise ce couple de très gros monsieur, très poilus, avec tous les deux le même t-shirt, avec marqué dessus. Et écoutez bien le rayon de soleil. On est gros, on est pédé, on est des gros pédés. Le message était clair! Et c'est ça que j'ai toujours aimé avec les gays. On tourne pas autour du pot. Chez les gays, c'est « Tiens, tu l'as déjà dans le cul !» Et maintenant, c'est devenu quoi? C'est devenu le LGBTQAI+. Parce que si t'as un truc à proposer, ça les intéresse. Oui, H, oui, je baise les handicapés. Eh ben, roulez jeunesse. Et maintenant, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la marche des fiertés. Je les ai croisés au printemps dernier. Tu ne comprends plus rien. Ils ont tous une pancarte différente. Il y en avait un avec une pancarte « Fier d'être asexué ». Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre si tu baisses pas, alors? Il y en avait un autre avec une pancarte « Fier d'être gay et musulman ». Ouais, mais je suis pas sûr que les musulmans soient très fiers de toi, hein. Il y a quand même des pays musulmans où on met encore les gays en prison. Ce qui est complètement con d'ailleurs. Si tu veux pas que des hommes s'enculent, tu les mets pas à 12 dans 4 mètres carrés. Et évidemment, toute cette histoire de LGBTQAI+, c'est toute la culture du YEL. Vous en avez certainement entendu parler. Moi, j'ai un pote à moi qui est là-dedans. Tu ne peux même plus converser avec lui. C'est-à-dire, tu lui dis, au fait, il va bien, ton pote? Non, Fabrice. Le choix n'a pas été fait, il n'y a pas de il. Elle va bien, ton pote? Non, Fabrice, il n'y a pas de il, il n'y a pas de elle. Bon, bah, t'as des news de l'autre travelot? Mais tu veux dire quoi, moi, j'ai un pote à moi, il est proviseur en lycée. Il me dit, Fabrice, depuis 5 ans, chaque rentrée des classes, c'est une déferlante.
C'est-à-dire que t'as plein d'élèves, ils viennent pour changer leur prénom sur la liste d'appel. Alors non, moi, monsieur le proviseur, cette année, voilà, c'est plus Nicolas, c'est Sophie. Voilà, je suis en transformation. Voilà. Alors non, moi, le proviseur, non, c'est plus Stéphanie, c'est Kader. Voilà, je suis en transfo-conversion. Voilà. Non, plus Fabrice, Pikachu, évolution. Et on atteint le pompon du pompon avec une vidéo qui circule sur la plateforme Brut. Vous vérifierez chez vous en rentrant ce soir. Jean, je t'enverrai un lien. Je vais prendre tout mon temps pour expliquer, mon Jean. Si tu te sens un moment largué, tu me dis je reprends à zéro juste pour toi. Je prends vraiment tout mon temps, mon Jean. C'est un homme qui est devenu une femme, qui s'est mis avec une femme, qui est devenu un homme. On ne sait pas pourquoi ils ne se sont pas mis ensemble depuis le début, mais... L'homme qui est devenu une femme a fait congeler ses spermatozoïdes pour féconder la femme qui est devenue un homme qui a conservé son utérus. Et nous avons donc, en 2022, sur le territoire français, un homme enceint. Enceint. Je vais vous dire une chose. Moi, quand ils ont proposé le mariage pour les couples homosexuels, j'ai dit, si les gens sont plus heureux comme ça, roulez jeunesse. Quand ils ont proposé l'adoption par les couples homosexuels, j'ai dit, si les enfants sont heureux et épanouis, roulez jeunesse. Les ours, les dauphins. Maintenant, si demain, je suis assis aux heures de pointe dans le métro et qu'un homme enceint vient me demander de lui céder ma place, je lui dirai non, monsieur. Et il me dira, mais je suis enceint. Et je lui dirai, oui, mais je suis une vieille dame. Et il me dira, mais est-ce que votre petit-fils à côté ne peut pas me céder sa place? Je lui dirai, c'est mon mari. On est en train de péter un câble sur cette planète. Il y a des hommes qui veulent être enceints. Il y a des femmes aux États-Unis, elles veulent des enfants, mais elles n'ont pas le temps d'être enceintes. Alors elles louent des utérus de Mexicaines. Puis un jour, ce sera trop cher. Alors on prendra des utérus d'Africaines, évidemment. Puis un jour, ce sera trop cher. Alors on prendra des vaches. Tiens, voilà, des vaches hublots. Comme ça, tu pourras voir le développement du fœtus. Et pour les curés, ça fera des quartiers rouges. Et ce qui est hallucinant, c'est que ça y est, en France, on peut commencer sa transition hormonale, son changement de sexe, quoi, dès l'âge de 6 ans.
C'est un âge, t'as pas de discernement, t'as pas de réflexion sur le long terme. Je le sais parce que quand je mange des haricots verts avec mon fils, pour me faire croire qu'il a fini son assiette, il les jette sous la table. Je lui dis, Naël, je sais très bien que c'est toi qui jettes tes haricots verts, puisqu'on n'est que deux. Et que moi, je jette que mes carottes. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'en Suède, où ils font ces transitions précoces dès l'enfance depuis des années, ils font marche arrière parce qu'ils se sont aperçus que des gamins arrivés à l'âge adulte, il y en a qui regrettent. Ils vont chez le médecin, bonjour docteur, voilà, je viens vous voir parce que je me suis trompé. C'est-à-dire, bah voilà, je veux plus être Brigitte, je veux redevenir Nicolas. Mais c'est pas possible, Brigitte, enfin Nicolas, là, c'est pas possible, c'est pas... Mais pourquoi bah, parce qu'on vous a coupé la bite, donc... Mais elle est où, ma bite? On l'a jetée. Mais où? Poubelle jaune, je crois, enfin, je sais pas... Et alors, je précise à tous les plus jeunes de la salle, je ne juge pas. Je dis juste que je suis un homme fatigué. Voilà, je comprends plus cette société où la moindre différence devient une revendication. Voilà, t'as vu que maintenant, j'ai vu aux États-Unis, ils font la Fat Pride. Tiens, c'est la même chose que la Gay Pride, mais avec des gros. Ils défilent pareil. Bon, évidemment, ça dure un peu plus longtemps, mais... Et ils ont des pancartes les mêmes, hein. Grossophobie égale racisme. Mais c'est pas pareil, je veux dire, c'est pas pareil d'être gros et d'être noir. Moi, je peux courir toute la journée, je deviendrai jamais blanc. Je suis fatigué, je comprends plus, Et je ne juge pas, je suis juste fatigué parce que je me sens largué, quoi. Je me sens plus proche d'un homme de 90 ans, en EHPAD, mort depuis 2 ans, que de toi, quoi. Voilà, j'ai fêté les 7 ans de mon fils, là, il y a quelques semaines. Alors, on m'avait dit, surtout, la règle, c'est tu invites le nombre d'enfants qui correspond à l'âge de ton gamin. Pour toi, Jean, ça ne marche plus, hein, voilà, là, vous êtes plus assez. Et alors, donc, j'ai voulu faire mon malin, j'en ai invité 10. Oh, l'épuisement, oh, la vieillesse, quoi, courir après des gamins de 7 ans, tout l'après. Ours-Henri! Ours-Henri! Eh ben, tu laisses du miel aux autres! J'avais dit aux parents, vous venez les chercher à 17h, je te jure, à 16h30, je l'ai mis sur le palier, j'ai dit, vous attendez là. J'allais en buter, hein. J'ai été à 2 doigts de signer la pétition de libération du père Martin. Je peux plus, je suis fatigué, moi, de tout ça. J'ai été, il y a 3 semaines de ça, au parc Astérix avec mon fils. Au parc Astérix, ils ne te servent que des burgers et du coca. Au parc Astérix. Des burgers et du coca. Au parc Astérix. Non mais tu te marres, Antoine, mais s'il y a bien un endroit où tu dois faire preuve d'irréductibilité, où tu dois résister encore et toujours à l'envahisseur, c'est le parc Astérix. C'est ton moment, c'est ton endroit à toi. Je peux pas le faire à ta place, je suis déjà dilué, moi. C'est terminé. Toi, tu ricanes dans le fond, mais bats-toi pour ton parc Astérix. Hein, sinon, il y a un truc qui te guette, c'est le grand remplacement, mon pote. Regarde le noir, il est déjà au balcon. Il y en a au premier rang, il y a un Chinois juste là. Ça avance, mon pote. Et je te le dis, si demain, devant ton parc Astérix, tu mets une pancarte « Interdit aux Noirs », on comprendra. Et nous, avec mon pote, on fera le parc Kirikou.
Interdit aux blancs et aux gens habillés. Voilà. Est-ce que tu sais, par exemple, qui est-ce qui fait Obélix dans le prochain Astérix? C'est Teddy Riner, mon pote. Et c'est qui est-ce qui fait Falbala? C'est moi. Toi, t'étais là à la dernière Coupe du Monde. Ramenez la coupe à la maison. Y a que des noirs dans ton équipe. Et bientôt, ce sera le Tour de France. Ton Tour de France, c'est un noir qui va gagner. À ton avis, pourquoi tous les livreurs Deliveroo, c'est des Africains? Ils s'entraînent, mon pote. Ils s'entraînent sur des vélos électriques sans batterie. La roue crevée, le pneu voilé, l'antivol dedans. 10 fois la butte Montmartre par jour, sous crack. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon Jean? T'as eu 2 ans pour partir avec le Covid. T'as voulu rester. Tu vas pouvoir rentrer chez toi ce soir, repenser au spectacle et te dire adieu hier. Merci. Alors, merci à Antoine pour Jean, merci du bruit pour la Picardie, du bruit pour eux, du bruit. Et surtout, un grand merci encore une fois à vous d'être là ce soir. Je parlais des problèmes du théâtre en ce moment, et c'est vrai qu'on a maintenant la crise en Ukraine. Moi, c'est vrai que j'avais essayé d'alerter depuis un moment. Quand j'étais à l'Élysée, j'ai essayé de prévenir Macron. Il a été con, ça n'est pas passé. Et c'est vrai que moi, Poutine, ça fait un moment que j'ai des doutes, quoi. Un mec qui fait du cheval, torse nu en Sibérie. Bon, Macron, lui, au mieux, il fait du poney en doudoune à Deauville. Avec Brigitte qui le tient comme ça. Et Gabriel Attal qui est là, mais moi, je voulais le poney blanc. Et c'est vrai qu'on redécouvre avec cette guerre en Ukraine que finalement, via Poutine, c'est toujours l'homme de Cro-Magnon. C'est la loi du plus fort. Vous avez vu, au début du conflit, je crois que c'est le Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a mis sur Twitter « Nous allons tuer la Russie économiquement ». L'autre, il a juste répondu « Bah non, on va vous tuer tout court ». L'autre, il a fait « Ah non, je me suis trompé, alors... Et c'est ça, et le pauvre président ukrainien, vous avez vu, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Il est comique à la base, le mec, donc... KGB et Cours Florence, pas la même formation, hein, le mec... C'est comme si demain, la France est envahie par la Russie. Qu'est-ce qu'on fait, Fabrice? Ben voilà, en tout cas, merci 1000 fois donc pour ce spectacle Adieu hier, qu'on n'a pas joué dans ce théâtre par hasard. Vous avez vu les plafonds qui sont magnifiques, vous avez vu les entrées, c'est le plus vieux théâtre de Paris, voilà, c'est pour ça qu'on a joué ici. Imaginez à votre place, ici ça a été à la place de ta place, ça a peut-être été Marie-Antoinette qui a été là. Là tu souris, là t'es contente, là, ça y est, elle est à Versailles, tout d'un coup elle est là, elle est là. Mais qu'est-ce qu'il fait ce nègre en bas? Elle est radieuse, ça y est, voilà, c'est Marie-Antoinette, et ben voilà, elle est là, voilà, on te souhaite le même futur. Et alors... Et donc, je vous dis, le plus vieux théâtre de Paris, et c'est vrai qu'ici, vous vous rendez compte, on jouait des Mozart, des Offenbach, des Reggiani, voilà, et maintenant, Fabrice Eboué, voilà, le grand emplacement est vraiment en marche. Hein, Et on a pris surtout ce théâtre pour une raison qui m'est chère, c'est la proximité. Vous voyez comme on peut tous converser simplement. Et je dis toujours, le plus important chez un comique, c'est conserver la proximité avec son public.
Hein, parce que, évidemment, vous aimez des chanteurs, des acteurs, mais c'est différent, il y a toujours plus de distance. Je ne sais pas si vous croisez, par exemple, Dujardin dans la rue, il y a le côté « Ah, bonsoir, monsieur Dujardin, j'adore vos films. Voilà, je vous dérange pas plus que ça. Bonne soirée, monsieur Dujardin. » Alors que moi, les gens, quand ils me croisent, c'est plutôt « Ah, il est con, lui. Le curé qu'encule le fœtus. » Et c'est important de conserver cette proximité pour avoir toujours des petites anecdotes de tous les jours à vous raconter. Tiens, l'autre jour, par exemple, je rends une voiture de location à Gare du Nord. Vous voyez, la Gare du Nord, globalement, à Paris, c'est la gare la plus pourrie. Hein. Voilà. Suffit de voir les destinations, t'as compris, de toute façon. Donc, et je rends la voiture au parking de location, je me gare, je vais pour prendre l'ascenseur. Contractuellement, à Gare du Nord, il est en panne. Donc, je prends les escaliers de service et là, je tombe sur deux jeunes femmes. Une affalée sur la rampe comme ça, l'autre assise dans les escaliers, le froc baissé, une seringue dans la cuisse. Oh là, je dis putain, elle est vachement efficace cette campagne de vaccination. Et là, t'as pas l'autre qui dit « Oh, Pascal Eboué, je vous adore !» Et elle commence à descendre pour un câlin. Moi, je suis là, j'ai le mur qui est derrière. J'ose pas prendre les escaliers. T'as l'autre qui est là avec sa seringue. J'ai pas envie de jouer à chat-sida. T'as le sida. Non. Mais vous voyez, conserver cette proximité pour pouvoir encore vous raconter des petites histoires. Parce que il y a un truc qui nous guette et qui est le pire ennemi dans notre métier, c'est l'embourgeoisement. Et évidemment, c'est super, par exemple, quand tu prends l'avion, de prendre la classe affaires, il y a de la place, il y a un mannequin à côté, mais il ne se passe rien. Alors que quand tu es assis derrière, entre un obèse et un enfant autiste, là, tu crées, là, tu es inspiré. Et évidemment, parfois, je m'inspire d'anecdotes sordides, mais j'y peux rien, ça me vient tout seul. Je vais vous dire un truc, vous allez dire que je suis un ignoble personnage, mais je l'ai pensé, je vous le dis. J'étais cet été à la plage en famille, et 2-3 mètres à côté de moi, je vois un pauvre monsieur, vous savez, à la place de ses intestins, ils lui ont mis une poche. Je crois que ça s'appelle une stomie en médecine. Il a sa poche, que ça, sa grosse poche, et je le regardais. Je me disais, s'il m'arrivait la même chose, le spectacle incroyable que j'écrirais. J'irais tous les jours dans le métro pour être victime d'un pickpocket. Et je dirais alors, l'argent n'a pas d'odeur ? Mais je vous dis, se battre pour conserver le réel, parce que, et évidemment qu'on a des privilèges dans ce métier. Combien de fois j'ai pris l'avion à l'étranger sur Air France, et au décollage, on vient me voir « Monsieur Eboué, vous voulez assister au décollage avec le pilote dans le cockpit ?» Mais ils sont complètement inconscients, ces gens-là. Je suis un vrai gamin, je suis là comme ça, tu sais, le commandant Oussama Ben Laden vous souhaite un bon vol sur le... Et c'est vrai que moi, sur ma dernière tournée, qui a duré presque 3 ans, j'avais commencé à m'embourgeoiser. Je voyageais même plus avec mes techniciens. J'avais pris un chauffeur avec berline, un chauffeur blanc pour ma revanche sur l'histoire. J'étais derrière, comme ça. Avance. Et c'est pour ça, pour revenir à la base, pour revenir à la proximité, toute la tournée de rodage de ce spectacle, je l'ai faite seule, en autostop. Vous m'avez peut-être aperçu sur le bord de la 86... La 6, la 13, la 4, sous la pluie, comme ça, en mode routard du crime. Personne ne me prenait, à part les vieux routiers aguerris qui étaient là. Allez, monte, monte. Allez. Ah bah putain. Je croyais que c'était un migrant qui faisait le tapin, mais... T'es l'autre, là, le comique, là, Patrice Eboué, là. Le fœtus qu'encule le curé.